une conférence contrôle et maintenance des bornes IRVE, quels enjeux pour les installateurs et opérateurs, une conférence co-organisée avec Testoun, Jean-Michel Catrin. Merci Jean-Michel, là, depuis des années on co-organise ces conférences ensemble. C'est un grand plaisir. Pour lancer cette conférence, avant de vous présenter, chers conférenciers, j'avais un chiffre clé qui est 1,3 million. Alors est-ce que même ou dans le public, hein, est-ce que vous savez ce que c'est 1,3 million? Non? Personne? J'ai fallu que je trouve je sais pas si c'est toujours la difficulté de trouver des sources aux chiffres. C'est le nombre de points de charge, installés chez les particuliers. Ça comprend copropriété, et également, maisons, individuelles, hein. Heu, voilà, alors je vous propose peut-être de faire un tour de table de présentation et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Michel, vous pouvez, vous présenter. Donc, Jean-Michel Catrin, je suis le président fondateur de la société Testoun et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je suis un spécialiste sur les appareils de test, mesure, contrôle, diagnostic et la quasi-totalité de mes clients sont engagés dans la transition énergétique. Voilà, on va en reparler, bah, ça tombe bien, c'est le sujet. Patrick? Bonjour à tous, donc Patrick Kick, moi je dirige l'entreprise Watts effectivement que j'ai créée il y a quelques années. Nous sommes un opérateur qui installe des bornes de recharge sur 3 segments de marché, la copropriété et les bailleurs sociaux pour l'habitat collectif et puis le tertiaire avec un grand T, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est pas ce titre que j'interviens cet après-midi, j'interviens sur ma casquette de président de l'AFOR, qui est l'Association française des opérateurs de recharge et qui regroupe la majorité des opérateurs qui officient, entre autres, dans l'habitat collectif justement. Voilà, merci, à vous. Olivier? Alors je suis, Olivier Duport, je suis directeur grand compte, et en charge de l'activité électricité au sein du groupe, ATSI. Le groupe ATSI qui est un organisme de formation et qui forme sur la prévention des risques, les métiers et qui a également un bureau d'études, en désamiantage des constructions et des pollutions, mais nous y reviendrons. Voilà, oui, parce qu'effectivement, quand on fait des travaux, il y a des sujets d'amiante qui naissent un petit peu, mais on va en reparler. Jean-Michel, on avait dit qu'on commencerait avec vous, pour donner un peu un cadre, hein, sur la mobilité électrique, il faut l'inclure dans quelque chose qui est la transition énergétique. Oui, alors absolument. La transition énergétique, ça fait, allez, on va dire 20 ans qu'on en parle et ça fait 10 ans qu'on fait des conférences ensemble sur le Ouais. sujet. Et on est passé de l'abstrait au concret. Ça me semble une évidence aujourd'hui, quand on voit tous les sujets. Aujourd'hui, ça touche le grand public, ça touche tout le monde. Il y a 10 ans, on parlait de choses très abstraites comme le protocole de Kyoto, les COP, les GES, les émissions de CO2. C'était des trucs qui étaient presque... Ça se passait tout à l'étranger. Voilà, c'était... Et puis après, il y a la politique qui est arrivée, qui a commencé à faire des lois. Alors, les lois Grenelle dans les années 2010, les lois... donc sur toute la transition qui ont été faites dans les années 2015-2020, il y en a plein, résilience, mobilité, économie décarbonée, économie circulaire, enfin voilà, je me rappelle plus de tous les termes en fait, hein. Mais en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? On nous a beaucoup parlé d'interdiction, d'obligation, d'incitation, et puis maintenant on nous parle de droit à la prise, hein. Et donc en fait ça devient concret. Ça devient concret parce qu'on nous interdit de louer certains appartements. Et on est engagé aujourd'hui, le grand public est vraiment engagé là-dedans et on le voit aussi par le succès de tes cycles de conférences. Donc ce lien aujourd'hui, moi ce qui me frappe aussi, c'est que quand on va dans les AG de copropriété, là je prends ma casquette plutôt de copropriétaire, quand on va dans les AG, avant on parlait de qu'est-ce qu'on va faire de la loge du concierge, on parlait du coup de peinture qu'il fallait mettre dans les escaliers et on parlait de la sécurité dans les parkings. Voilà, maintenant on parle surtout des travaux qu'il va falloir faire pour faire la rénovation énergétique et puis on parle beaucoup d'installer des systèmes, les nouveaux systèmes électriques pour pouvoir recharger ces véhicules. Et donc, on est amené, dans le cadre des copros, à prendre des décisions. Et bon, pour avoir été dans certaines de ces AG, pour l'instant, c'est encore un petit peu folklorique, hein, parce que souvent, on est mal informé. On a des syndics, des conseils syndicaux qui proposent des solutions et puis qui nous amènent des gens qui nous disent c'est formidable, bossez avec nous parce qu'on est meilleur que les autres. Et souvent, les décisions, elles sont dures à prendre. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, il y a encore... alors, je ne sais pas les chiffres, mais entre 3 et 5% des copros qui sont équipés. Je pense que Patrick va Parce que va nous c'est ça à donner peu plus près, de oui, détails.
Juste pour donner C'est 18% des copropriétés qui ont voté une infrastructure, effectivement une dizaine de pourcents qui sont équipés, c'est-à-dire installation est en service. Donc ça avance très vite, puisque j'avais ce chiffre de 3 à 5 de l'année dernière. Cependant, on voit que c'est encore compliqué. Et aujourd'hui, ça touche le particulier. C'est-à-dire que on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer si ma borne ne marche pas et que je dois partir aujourd'hui, à qui je vais devoir m'adresser? Voilà, ça fait partie des questions que le grand public se pose. Et donc, bah, la maintenance du réseau, la maintenance des installations, la qualité, la sécurité de tout ce qu'on est en train d'installer, bah, c'est des sujets nouveaux et c'est des sujets effectivement qui nécessitent que, d'une part, le grand public soit exigeant par rapport à ce prestataire et ça nécessite que les prestataires fassent du travail de qualité. Et pour faire du travail de qualité, bah, voilà, il faut se poser les questions sur la qualité de l'installation et de la maintenance. Voilà, c'est ce qu'on va aborder là comme sujet sur la maintenance. Merci Jean-Michel pour ce cadrage. Alors, rentrons dans le vif du sujet sur les bornes. Patrick, je crois que vous avez préparé quelques diapos pour faire un état des lieux de nombre de bornes installées, d'où on en est en termes de marché, parce que on parle de maintenance, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut installer des bornes, hein, on voit, et donc le marché progresse fortement, on en parlait d'ailleurs pendant le café tout à l'heure, mais aussi il faut que ces bornes derrière fonctionnent. Alors, c'est exactement ça l'enjeu. Et avant de parler effectivement du nombre de bornes que vous voyez à l'écran, parlons un peu du marché. En fait, où est-ce que l'on installe aujourd'hui des bornes de recharge? On les installe dans l'habitat collectif et dans les maisons individuelles. On en a parlé, 1,3 million aujourd'hui de bornes installées. Et c'est plutôt ce 1,3 million dans les maisons individuelles. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'installer une borne dans une maison avec ou sans garage que dans un parking qui est situé au troisième niveau d'un sous-sol. Donc l'habitat collectif qui comprend la copropriété et les bailleurs sociaux. On retrouve les bornes également dans le tertiaire avec un grand T. Et donc ce sont les immeubles de bureaux, ce sont également les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants. Et puis il y a des bornes également sur la voirie, les bornes publiques. Pourquoi? Parce que, et j'espère que vous êtes nombreux, ceux qui sont possesseurs d'un véhicule électrique, ils vont se recharger à peu près la moitié de leur temps chez eux, c'est très pratique. L'autre moitié au bureau, parce que c'est également pratique. Et puis, pour 10-20% du temps, ils vont se recharger sur les bornes qui sont dans la voirie, sur les aires d'autoroute, lorsqu'ils partent en week-end et lorsqu'ils partent en vacances. Et lorsqu'on regarde effectivement le marché, il est ultra dynamique. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que vous avez un nombre d'opérateurs qui ont des offres et des modèles économiques qui répondent aux différents marchés et qui permettent effectivement à moindre coût, notamment dans l'habitat collectif, parce qu'il y a des aides, il y a des financements, de poser des infrastructures qui derrière vont piloter les bornes. Aujourd'hui, en copropriété, on parle de 30 000 bornes, mais sur un potentiel de 7,5 millions de places à équiper et donc équipables. Aujourd'hui, les opérateurs ont à peu près posé une 30 000 infrastructures qui représentent à peu près 2,5 millions de places de parking qui peuvent être adressées demain, tout de suite, avec une borne et qui peuvent être équipées. Même chose chez les bailleurs, on est plutôt timoré que 10 000 bornes, mais sur un potentiel de 1,5 million de places de parking. Et ça, c'est pas une vue d'esprit. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est dit que tous les constructeurs automobiles ont réellement pris aujourd'hui le virage de l'électrique, dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque vous allez vous poser la question d'acheter une voiture, eh bien, dans 90% des cas, vous allez acheter une voiture soit électrique, soit hybride, et donc vous aurez besoin d'une borne. Sur le tertiaire, c'est un peu plus avancé, 350 000 bornes sur un potentiel à peu près de 2 millions de places équipables. Et puis, ben, ça ne vous a pas échappé, hein, il y avait le plan du gouvernement à 2021 de 100 000 bornes. Aujourd'hui, en 2025, on a dépassé les 150 000, on est à 160 000 bornes. Et on prévoit d'ici 2030 450 000 bornes. Et quand vous regardez effectivement l'objectif qui est un peu plus à court terme, c'est-à-dire 2030, vous voyez que c'est exponentiel. On va passer en copropriété de 30 000 à 1 million de bornes, en bailleur social effectivement de 10 000 à 100 000, tertiaire de 350 000 à 800 000, et puis X sur 450 000 sur la partie publique. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, le train est en route. Vous avez des opérateurs qui ont des offres qui sont aujourd'hui complètement abouties, avec des bons modèles économiques pour chaque segment de marché. Et quelque part, que l'on veuille ou non, on passera à l'électrique, que l'on soit pour ou contre l'électrique, on y passera parce que, encore une fois, aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui a mis en place des mesures coercitives, des décrets, des lois,
avec peut-être des sanctions à la clé. Ça, c'est la loi LOM 2 qui va nous le dire bientôt. Et puis en même temps, des mesures incitatives avec effectivement des subventions pour justement aider les entreprises, les particuliers, les copropriétés à s'équiper de ces infrastructures. Voilà, l'autre diapo sera pour tout à l'heure, hein. Alors, pour continuer avec vous, merci là pour cet état des lieux. On voit qu'il y a gros chose à faire quand même sur les copros, hein. Mais c'est le plus complexe aussi parce que le processus de décision est un petit peu plus complexe qu'ailleurs. C'est une démocratie au sein de la démocratie, la copropriété. Donc, Olivier, pour continuer, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux là, parce qu'on fait un premier tour de table où on dresse le portrait et sur ce sujet, un état des lieux des obligations de formation et de qualification qui sont associées notamment à la maintenance. Oui, tout à fait. Alors, ATSI, notamment, et vous le voyez sur cette planche, vous accompagne sur différents types de formations. Alors ATSI, en quelques mots, 28 centres de formation, un 5e centre de formation qui ouvre à Herblay le 31 mars prochain, 250 collaborateurs et notamment 160 formateurs en CDI. ATSI accompagne tout ce que l'on vient d'évoquer, puisque on évoque les travaux, on évoque l'électricité, on évoque l'IRVE, on évoque des soucis, des problèmes rencontrés en amiante, et donc ATSI va former l'ensemble des personnels sur la partie CACES, notamment la partie préparation à l'habilitation électrique, que ce soit tertiaire ou industrie, mais on va le retrouver sur la mobilité électrique, sur la formation d'habilitation électrique, des véhicules électriques, également hybrides et engins. Bien sûr, quand on installe des bornes, on peut en installer également dans le monde de la chimie et du milieu industriel, et donc des formations en risque industriel, en N1, N2. Et quand on parle d'amiante, on parle de désamiantage ou de retrait d'amiante avec plan de retrait, mais j'en parlerai un peu plus loin, sur ces plans de retrait, et donc des formations pour ces personnels en SS4 et SS3. Et associé à ceci, de la formation plutôt métier, notamment sur du métier pour devenir électricien, du métier qui dit chantier, dit grue sur chantier, et donc formation des grutiers en titre professionnel. Et puis également la logistique, où ATSI forme sur tous les métiers de la logistique, donc au sein de ces 10 régions. ATSI, c'est 105 000 stagiaires formés en 2024. Alors, si on arrive maintenant sur les Et donc obligations, ouais. Et donc sur cette partie obligation, réglementation, on retrouve le décret, notamment du 12 janvier 2017, avec l'article 22 que l'on retrouve sur l'installation et la maintenance, et notamment cette obligation de faire travailler des professionnels habilités. C'est vraiment une obligation. On voit de temps en temps des ventes qui se font, ou des achats de bornes de particuliers, ou pour l'installer dans mon garage. Attention, il faut faire travailler des professionnels habilités. Et donc, pour cette installation de bornes de recharge, bien sûr, les textes réglementaires, avec la loi LOM, avec la loi de l'orientation de la mobilité, avec les décrets IRVE, et puis ces obligations, que vous soyez particulier, copropriétaire, notamment en termes de normes électriques. Tout le monde ne se dit pas électricien. Il faut donc réaliser dans les règles de l'art, et en respectant ces normes, les installations, y compris pour les copropriétaires, hein. On parlait de droit à la prise, c'est important. Il faut en effet ces accords de copropriété, il faut l'anticiper. Il y a des votes d'AG qui se font. S'il n'y a pas tous ces votes, on n'a pas les éléments. Et puis notamment également la partie maintenance de borne que l'on retrouve avec ces formations, hein. Donc quand j'installe, formation P1, P2, P3 notamment, hein. Et puis la maintenance en MA1, MA2, MA3, où j'y viendrai tout à l'heure, avec ces textes réglementaires et ces obligations de maintenance préventive curative également, hein,
et les qualifications de prestataires, hein, puisque vous avez aujourd'hui des certificateurs, et ces certificateurs, au nombre de 4, dont Qualifelec, avec lequel la TSI travaille, doit être utilisé. Associé aux travaux, on parle de risque amiante, et l'amiante fait peur, fait vraiment très peur. Il faut pas en avoir peur, hein, c'est juillet 2017, tout ce qui est avant juillet 2017, eh bien, vous pouvez avoir de l'amiante. Je perce un trou dans un mur, je fixe une borne, ben, j'ai une poussière qui ressort et je peux avoir de la poussière d'amiante. Et donc, il faut réaliser ces diagnostics d'amiante préalables avant travaux. C'est incontournable, de manière à s'assurer de où se trouve cette amiante. Et puis ensuite, d'établir ce cahier des charges et ce plan de retrait, et d'utiliser surtout des entreprises qui ont été formées sur cette prévention de risque, et notamment soit en SS3 quand je désamiante complètement, mais la plupart du temps, un SS4 suffit pour juste fixer des bornes ou poser des rails notamment, hein. Donc voilà. Oui, en discutant tout à l'heure en off, on disait, je crois que Patrick, vous, sur les diagnostics techniques amiante, vous le faites systématiquement pour éviter qu'il y ait des problèmes. Là, on parle pas maintenance, mais enfin, ça fait partie des sujets. Ça fait partie de la maintenance et donc de la sécurité et des usagers, mais surtout de la sécurité de nos équipes et de nos effectifs. Effectivement, systématiquement, dans les immeubles d'avant, effectivement, de 2017 et même avant 97, on va faire un diagnostic amiante aux endroits où on va percer, c'est-à-dire sur les plafonds, sur les murs, dans tous les habitats collectifs, que ce soit les bailleurs sociaux ou les copropriétés. Et systématiquement, évidemment, on demande au syndic le fameux DTA, le diagnostic amiante de l'immeuble. Oui, ça fait partie aussi de la maintenance, parce qu'effectivement, on peut réintervenir, et donc du coup, il faut à chaque fois ne pas être bloqué par un risque amiante. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est encore une fois, c'est la sécurité de nos effectifs, la sécurité des usagers, parce qu'on peut avoir de la présence d'amiante. Et dans ce cas-là, on va demander effectivement à ce qu'on soit on encapsule, soit on retire l'amiante avant toute intervention, puisque de façon quotidienne, on va intervenir sur les bornes. La particularité de ce marché de bornes, notamment en copropriété dans l'habitat collectif, c'est que vous allez faire l'infrastructure. En année 1, vous allez mettre 4 bornes dans l'immeuble. Vous allez intervenir 2 mois plus tard pour mettre une 5e borne. Et l'année d'après, vous allez rajouter 7 bornes également. Donc, en fait, on est en perpétuelle extension de l'infrastructure et extension, effectivement, du nombre de bornes. Alors, continuons. Vous avez la parole avec Patrick. Vous aviez autre chose à dire Oui, sur... je voulais juste apporter une précision, c'est que vous avez le dossier technique amiante. Ouais. Dès lors où je fais des travaux, je réalise le dossier technique avant travaux, et ce qui me permet de mettre à jour mon dossier technique amiante à l'issue des travaux. Et dès lors je refais des travaux, je recommence un dossier technique amiante en lien avec les travaux que je dois réaliser pour assurer la sécurité des travailleurs. Voilà, c'est un dossier qui est tenu à jour, tenu à jour. qui est lié au bâtiment, sur lequel n'importe quel intervenant qui va intervenir peut le consulter et savoir où sont les risques. Donc ça, c'est un sujet hyper important. D'ailleurs, ils sont numérisés de plus en plus aussi, ces dossiers techniques amiante. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dessus. On faisait des conférences, hein, beaucoup sur l'amiante. On en fait un peu moins parce que le marché est un peu plus mature maintenant. Patrick, alors, on a vu en introduction qu'il y avait un sujet qui était d'installer. Mais il y a une deuxième chose qui est de s'assurer que les bornes sont disponibles et fonctionnent. Et donc, c'est là où on va rentrer dans la partie maintenance, parce que j'ai entendu, même on en a parlé hier, on a parlé de maintenance prédictive, curative. Bon, j'imagine que vous allez aborder ces sujets-là. Il y a peut-être une diapo qu'on peut présenter? On peut présenter la première diapo, mais en préambule, pour éviter les maintenances correctives, c'est-à-dire les réparations, il faut effectivement faire une bonne maintenance préventive, c'est-à-dire anticiper, et avec peut-être, pourquoi pas, de la maintenance prédictive. Ah, j'ai fait du prédictif, oui, c'est autre chose encore. Prédictif, préventif. C'est différent du préventif. Mais Ouais. avant de faire la maintenance préventive, il faut s'assurer que l'installation soit correctement faite. Et là, effectivement, je rejoins Olivier, c'est que prenez absolument un professionnel, électricien ou opérateur de recharge, qui a les bonnes habilitations électriques, qui a les bons certificats au niveau, je dirais, de la pose des bornes IRVE. Donc, c'est effectivement toutes les formations de P1 à P3 pour la partie installation. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Une installation qui est mal réalisée dès le départ, il y a des inversions de phase, il y a des champs électromagnétiques, vous allez forcément avoir des pannes qui vont apparaître sur les bornes.
Et encore une fois, je m'adresse aux conducteurs de voitures électriques. Dieu sait que c'est compliqué de se retrouver avec une borne qui ne marche pas, pour quelque raison que ce soit parce elle n'a pas été correctement maintenue, soit elle n'a pas été correctement installée. Une fois qu'on a fait l'installation, en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est le choix de la borne, le choix de l'opérateur et le choix de la borne. Et là, vous avez différentes typologies de bornes. Aujourd'hui, encore une fois, une borne, c'est pas un objet, c'est pas un luminaire, c'est pas un lampadaire, c'est pas une prise électrique. Une prise électrique fonctionne à 2 kilowatts. Aujourd'hui, une borne démarre à 3,4 et peut aller jusque 22 kilowatts. Et pour, par exemple, brancher ne serait-ce qu'un câble ou une borne chez un particulier dans une maison individuelle, on va plutôt, alors c'est un peu technique, mais on va poser du 10 carré. Et du 10 carré, c'est un câble qui est aussi gros que votre pouce. Et donc, effectivement, c'est tout des normes qui sont liées à la C1500 qu'il faut savoir parce que, encore une fois, vous allez faire appel à un professionnel. Sur les bornes de recharge, en fait, vous avez différentes typologies de bornes. Vous avez des bornes toutes simples, un peu comme une prise électrique, c'est-à-dire elle n'est pas communicante, elle n'est pas intelligente, et elle va simplement délivrer la puissance dont vous avez besoin. Et si cette borne, elle n'est pas maintenue, et surtout si vous avez une panne sur cette borne-là, eh bien, vous allez avoir l'obligation de faire intervenir un dépanneur, l'opérateur qui a installé la borne, qu'elle soit sous garantie ou pas, mais en tout cas, ça va nécessiter un déplacement sur le site. Ça, c'est la première typologie de borne. Vous avez une deuxième typologie de borne qui va simplement, ça va être une borne qui va être connectée, qui va simplement remonter de l'information. Elle va remonter de la data, mais vous n'allez pas pouvoir prendre la main à distance sur cette borne-là. Et même chose, si elle tombe en panne, ça nécessite obligatoirement une visite sur site du dépanneur. La troisième typologie de bornes, c'est d'ailleurs les bornes que Watt pose, ce sont ce qu'on appelle des bornes qui sont supervisées et connectées en permanence. Et pour faire l'analogie, c'est un peu comme votre PC qui a un câble RJ45. Donc là, sur les bornes, c'est soit effectivement un connecteur RJ45 ou une carte SIM comme vous avez sur votre smartphone. Et là, en fait, on va en permanence discuter avec la borne et prendre la main sur la borne comme on peut prendre la main sur un PC avec le fameux logiciel T-Mover, et puis rentrer dans la borne, diagnostiquer la carte mère, diagnostiquer effectivement la carte de communication, et procéder au dépannage, ce qu'on appelle de premier niveau. On va redémarrer la borne, on va l'arrêter. Dans la majorité des cas des pannes, c'est le fameux câble que l'on a mis qui est coincé, on n'arrive plus à le décoincer. Et plutôt que de tirer dessus et endommager la borne et la rendre inactif, eh bien, à distance, on va pouvoir débloquer le câble. Et ça résout, on va dire, 80% des dépannages. Et surtout, ça apporte un vrai confort aux utilisateurs. Que vous soyez sur un centre commercial, que vous soyez dans votre copropriété, vous rentrez du restaurant, il est 2 heures du matin, un samedi soir, ou que vous soyez effectivement dans votre immeuble de travail et vous devez partir à rendez-vous et la borne est coincée, enfin le câble est coincé, vous appelez l'opérateur, immédiatement à distance, il va en moins de 3 minutes vous dépanner et débloquer la borne. Il va vous la resetter, il va vous la redémarrer, il va vous l'arrêter, etc. Et effectivement, si le problème est plus grave, à ce moment-là, ça nécessite effectivement l'intervention d'un technicien. Ensuite, sur la maintenance, ce qu'il faut avoir, c'est que toutes les bornes ne sont pas à la même enseigne. Dans l'habitat collectif, il n'y a pas d'obligation normative de maintenance sur ces bornes. Évidemment, on vous enjoint à choisir un opérateur qui va quand même effectuer une visite annuelle de la borne. Il va s'assurer que les connecteurs sont bien resserrés. Il va s'assurer que la communication est correcte et que ça fonctionne. Alors, je vous coupe juste sur les connecteurs, oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'effectivement, on est dans un câble, donc il chauffe, il se dilate, ça dilate les connecteurs, et après, il se refroidit, donc, et finalement, on finit par avoir du jeu et avoir des problèmes sur ces connecteurs. Exactement, et 70%, alors pas sur les bornes, mais par exemple dans un tableau électrique, même chose, vous avez des disjoncteurs, vous avez des câbles qui sont sertis. 70% des risques d'incendie sur un tableau électrique viennent effectivement du manque de serrage. Ça fait un arc électrique, ça surchauffe, et effectivement, vous avez un départ d'incendie. Donc effectivement, dans l'habitat collectif, il n'y a pas d'obligation de maintenance. Je vous enjoins effectivement de prendre un opérateur qui va effectivement faire la maintenance de l'infrastructure électrique et également des bornes. Ce n'est pas le cas sur les bornes qui sont posées dans les immeubles de bureaux, sur la voirie, sur les aires d'autoroute, dans les centres commerciaux, où là, le contrat de maintenance est obligatoire, préventif et correctif. Et encore une fois, le fait de choisir des bornes qui sont connectées en permanence
permet de faire de la maintenance prédictive. Et justement, avec des KPI, des dashboards en amont, on sait aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, anticiper des pannes en fonction de la façon dont la borne va réagir sur les derniers jours et les dernières semaines. Ensuite, en taux de disponibilité, ça c'est également un point important, puisqu'encore une fois, lorsque vous avez une borne à votre domicile, ce que vous attendez de votre borne, c'est qu'elle recharge votre véhicule. Et si elle n'est pas disponible, si elle est en panne, si elle est inactive, si elle n'est pas connectée, ça ne marche pas. Aujourd'hui, la règle, que ce soit dans l'habitat collectif ou sur le tertiaire, c'est un taux de disponibilité de 98%, qui est pas mal, parce qu'encore une fois, hein, vous n'allez pas utiliser la borne 24 heures par jour. Vous allez l'utiliser plutôt la nuit dans l'habitat collectif et vous allez l'utiliser plutôt la journée lorsque vous êtes sur des immeubles de bureaux, sur les aires d'autoroute ou sur des centres commerciaux. Et donc, ce taux de disponibilité, effectivement, il est important. Interrogez bien votre opérateur qui puisse s'engager sur ces taux, peu ou prou. Et après, ça dépend du nombre de bornes que vous avez dans la station. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes dans votre immeuble de bureau, que vous avez, comme nous, chez nous, on a 80 bornes, vous pouvez avoir une borne qui est inactive ou deux bornes qui est inactive, c'est pas grave. Vous avez à peu près 70 autres qui sont actives sur lesquelles vous allez pouvoir recharger. Dans le cas de la copropriété ou du bailleur, la borne appartient au copropriétaire ou au locataire. Si sa borne est en panne, il ne va pas pouvoir aller se recharger sur la borne de ses petits copains, sauf s'il s'arrange avec ses voisins. Et donc, c'est important effectivement d'avoir et des bornes connectées et un taux de disponibilité le plus élevé possible. Je crois d'ailleurs avec l'AVER, peut-être vous aussi, Lafor, il y a un chiffre qui a été sorti par Ludovic Coutan ce matin. Je crois que c'est 95% aujourd'hui, un chiffre de disponibilité mesuré. Hein. Alors, effectivement, c'est 95% toutes bandes confondues. Ouais. Et puis, lorsque vous zoomez sur certains segments que l'on a cités, il vaut mieux aller chercher les 98%. Eh oui. Oui, parce que ça dépend on a compris, hein, de l'usage qu'on peut en faire. Voilà, là, je crois qu'on a fait à peu près le tour là, sur ces sujets, ce premier sujet, ce constat. Olivier, alors la question qu'on peut se poser, Patrick en parlait, Jean-Michel, c'est on a un marché qui est en forte progression, en forte croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des électriciens qui sont formés sur ces marchés-là? Est-ce qu'il y a suffisamment d'électriciens? Et quel est le retour d'expérience que vous avez des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Et puis, quelles sont les obligations de formation qu'il y a? Alors, je peux mettre ta diapo. ouais, voilà, merci. Alors, là, on a parlé sécurité, on a parlé maintenance et notamment des différentes typologies de maintenance que vous retrouvez sur ce petit organigramme. ATIC forme en P1, P2, P3, hein, mais également en M1, MA2, MA3, avec des travaux pratiques réalisés par les stagiaires eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont mis en situation, quand ils sortent de formation, ils sont complètement en mesure de réaliser ce que Patrick nous a décrit. Et d'ailleurs, on va retrouver ces niveaux de maintenance de 1 à 5. Et on voit rapidement que quand nous sommes sur du MA1, on va être en niveau 1 et 2. Et puis sur du MA2 ou du MA3, on va tout de suite être sur du niveau 1, 2 et 3. Et toute cette partie-là est complètement vue lors de la formation en MA1, MA2 et MA3. Donc on retrouve vraiment ces aspects-là. Parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais je découvre ce schéma-là. Vous parlez de M1, MA2, MA3, donc 3 niveaux, et là j'en vois 5. Alors il faut m'expliquer. Oui, alors en fait, en niveau de maintenance, il y a 5 niveaux, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dépanner la borne en elle-même, c'est plutôt le constructeur ou le fabricant qui va en prendre la charge. Et là, on se retrouve sur la partie plutôt ce qu'on appelle intégrateur en niveau 5. Ouais. Donc on n'est pas sur la même chose en fait. On est sur la maintenance avec la réglementation et qui dit je dois former mon personnel en MA1, MA2 ou MA3. Ouais. Et dans cette formation, nous voyons les différents niveaux de maintenance qui s'y rattachent entre de 1 jusqu'à 5, en fait, compris, tout simplement. Il y a un moment, il n'y a plus de maintenance, en tout cas sur site. Hein, c'est ça qu'il faut. Tout à fait. Et donc, et comme le disait Patrick, il y a des obligations de maintenance. Et dans ces obligations de maintenance, il y a cette maintenance préventive et corrective, avec la maintenance régulière qui doit être réalisée, qui fait partie de la garantie d'intervention en cas d'anomalie. Et tout ceci également pour assurer la sécurité des installations et des utilisateurs.
Peut-être en complément d'Olivier, je voudrais rajouter également, je disais tout à l'heure qu'il est important de choisir le bon opérateur qui a effectivement les habilitations électriques et qui va pouvoir intervenir en cas de problème sur la borne. Effectivement, ce qui est très important également, c'est le choix de la marque de la borne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans le monde à peu près, peu ou prou, 150 constructeurs de bornes, avec des technologies qui, vous le voyez, évoluent énormément. Il y a le V2G qui arrive, il y a l'effacement. Alors, Le le V2G, alors, V2G, c'est ce qui permet effectivement, aujourd'hui, la borne va être capable de recharger le véhicule, d'une part, mais il va permettre également, comme aujourd'hui la Renault 5 le permet, de décharger le véhicule pendant les pics de pointe de consommation effectivement d'électricité pour justement soulager le réseau électrique et ainsi soit de faire de l'autoconsommation dans sa maison ou soit injecter l'électricité sur le réseau. Et donc, vous avez 150 constructeurs de bornes, plus ou moins qualitatifs. Donc, le choix est important. Vous avez des constructeurs sur les pays nordiques qui sont très qualitatifs. Vous avez des constructeurs en France également qui sont très, très qualitatifs. Après, je ne sais pas si vous avez tous des sensibilités RSE, mais le circuit le plus court est le meilleur et faisons travailler effectivement les Français. Schneider Electric a des bornes vraiment très performantes aujourd'hui qui sont en plus fabriquées en France. Donc allons-y. Mais le choix de la borne va être primordial sur effectivement la disponibilité des pièces détachées, sur la disponibilité, Olivier l'a souligné effectivement, du constructeur de la borne localement pour pouvoir intervenir si vraiment il y a un vrai problème sur la borne parce qu'il a l'expertise technique. Et puis effectivement ensuite sur les stocks de bornes sur place. Parce que effectivement, si on veut aller très vite, si on a des SLA où il faut dépanner en 2 heures, le plus simple, c'est on enlève la borne, on la remplace par une neuve et on l'envoie effectivement de nos ateliers pour la réparer et après la remettre sur le circuit. Donc voilà, soyez attentifs également au choix de la borne en même temps que le choix de l'opérateur. oui, ça arrive, Patrick. Vous êtes l'installateur, hein, de la table ronde, hein, donc vous connaissez le métier là au quotidien, vous êtes dessus, mais ça arrive que vous décrochiez des bornes, vous enlevez des bornes pour venir les réparer dans vos ateliers. Vous avez des ateliers sur lesquels vous gérez ça? Effectivement, nous avons des ateliers en Île-de-France et on le fait assez régulièrement parce que, encore une fois, il n'y a rien de plus handicapant que de ne pas pouvoir recharger sa voiture et d'attendre une journée ou deux que la borne soit réparée parce qu'on n'a pas la carte mère, on n'a pas la pièce détachée. Donc on préfère effectivement faire un remplacement complet et on va réparer la borne dans nos ateliers Oui, puis directement. vous avez tout le matériel, j'imagine. Effectivement, Vous êtes plus à l'aise que dans un parking en sous-sol. Donc la question que je vous posais, Olivier, c'est est-ce que du coup, là, on va voir la formation. Si vous avez terminé cette diapo, hein? c'est le Ouais. suivant. On va regarder la suivante. On va voir la formation. C'est est-ce qu'il y a suffisamment d'hommes et de femmes qui sont formés pour à la fois installer, mais aussi maintenir, hein, parce que c'est le sujet de la conférence. On a des chiffres un peu sur le nombre de personnes qualifiées, non? Tu sais les as ou... Alors aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Justement, les certificateurs, ça fait partie des sujets de consolidation des certificateurs. Pour avoir des chiffres précis, prochainement, on aura un outil où chaque organisme de formation aura l'obligation de renseigner au sein du certificateur qui l'a formé et dans quel domaine. Donc ça fait partie des travaux en cours. Et en effet, aujourd'hui, on le voit, tout le monde cherche des électriciens, on entend parler, et ces électriciens, il y a des formations d'accompagnement ou associées à des montages assez souvent tripartis entre le financeur, le client final, la société d'intérim, et donc des formations plutôt sur le métier de l'électricien. Je prends l'exemple d'installateurs de fibre aujourd'hui qui s'orientent sur cette partie RVE, où l'installateur de fibre, il n'est pas électricien et il a besoin d'être accompagné et de formé sur ce métier d'électricien. Chez ATSI notamment, hein, nous accompagnons ces métiers d'électricien sur des parcours plus ou moins longs, sur souvent un parcours de 350 ou 400 heures, où on va les former, ces personnels, sur ce métier d'électricien associé aux bornes RVE en termes de formation. Vous avez beaucoup de demandes aujourd'hui
aujourd'hui de formation sur la partie IRVE? Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur cette partie formation IRVE. Et notre rôle également, c'est le conseil, hein. Donc, on se doit aussi, quand nous avons des demandes, de conseiller aussi notre client et de lui dire attention. Les programmes de formation ont été écrits par l'AVER, hein, et au sein de l'AVER, dans un programme de formation, il y a un prérequis. Et le prérequis, dessus, il est écrit que la personne doit avoir une connaissance en électricité ou un diplôme. Et la connaissance, c'est un certain nombre d'années de maîtrise de l'électricité. Et donc cet accompagnement sur les électriciens, puisqu'en effet, aujourd'hui, quand on parle toujours d'installation de bornes, on parle rarement de ce qui se passe en amont, où en amont, j'installe un transformateur, j'installe un disjoncteur, j'installe un Linky, et toute cette partie, c'est l'électricien qui va le réaliser. Et à côté, vous avez l'installateur de la borne qui, lui, va venir et également qui doit être formé sur ses activités. Et puis ensuite, le contrôleur qui va, lui, s'assurer et contrôler, faire son contrôle technique d'installation à l'issue. Donc aujourd'hui, oui, il y a de véritables montées en compétences. Vous avez également le sujet de la FEST. La FEST, qu'est-ce que c'est, hein? C'est l'accompagnement de la compétence et de la décomposition de la compétence. Où en face, je positionne un tuteur, je positionne du temps au sein de l'entreprise et je positionne du temps de formation. Assez souvent, on est sur un 70-30, hein, 70% d'entreprise, 30% en formation. Et donc, cet accompagnement de montée en compétences des personnels sur ces activités du métier d'électricien et du métier d'installateur de bornes. Sur les MA1, MA2, MA3, il y a d'autres choses à dire. Finalement, le MA1, c'est pour quel type de borne? MA2, quel type de borne? MA3, quel type de borne? Juste pour le résumer rapidement. Juste pour le résumer, on parle P1, P2, P3, Ouais. MA1, MA2, MA3. Ok. Le P1 borne jusqu'à 3,7 kVA, notamment la borne qu'on va trouver chez le particulier, l'unique notamment. En parallèle, on a le MA1 qui s'y associe. Le P2, les bornes jusqu'à 22 kVA et notamment les bornes connectées, hein, communicantes entre elles, supervisées également, hein, donc lors des formations, hein, on a de travaux pratiques sur cette supervision, sur la programmation, sur les priorités de charge, et toute cette partie est vue. Et enfin, à côté de ça, le MA2 qui va permettre d'être accompagné sur cette partie maintenance, notamment sur ces bandes connectées, supervisées, et tout ceci est vu, et avec un temps de pratique obligatoire de 30% minimum. Ouais. En MA1, nous sommes sur 50% minimum. En P1, P2 et P3, nous sommes sur 30% de pratique minimum. Et le P3 avec la borne à charge rapide, hein, bien sûr, la DC, où on va retrouver l'installateur en P3 et la partie MA3, également communicante, la supervision sur cette borne à charge rapide. Et parfois des bornes en DC, les charges rapides, des bornes beaucoup plus complexes dans leur structure. Oui, parce qu'on monte à des puissances de plus en plus importantes, hein. On parle de poids lourds. Il y a quand même quelques groupes comme Scania Volvo notamment qui travaillent fortement sur ce sujet de bornes des recharges de leurs tracteurs. Et là, on monte à des puissances très importantes. Et les autobus aussi qui montent très fort. Et les autobus également. Et lors de nos formations P1, P2, P3 ou MA1, MA2, MA3, eh bien, on met en situation le stagiaire. Et lors de cette mise en situation, on simule ces puissances. Et donc, quand on simule ces puissances, on utilise du matériel qui permet de simuler ces puissances, d'ailleurs fourni par Testoon. Donc, pour vraiment être dans la réalité lors de cette formation, puisque le personnel qui est formé, à l'issue, doit être opérationnel. Ah bah justement, la transition est toute faite là pour Jean-Michel, puisqu'on parle de matériel qu'il faut. Alors, ce qu'on pourrait regarder peut-être, Jean-Michel, c'est il y a du matériel, si j'ai bien compris, qui est obligatoire pour les formations, hein, et puis il y a aussi du matériel dont on a besoin au quotidien pour faire la maintenance des bornes. Bon, Patrick les regardera avec attention et pourra nous dire si on n'a rien oublié. Oui, alors donc quelques petits éléments. Donc Testoon, ça fait bientôt
faut 20 ans qu'on équipe tous les professionnels et les entreprises qui conçoivent, installent, maintiennent. Donc on retrouve les mêmes mots hein, de conception, d'installation, de maintenance, et également qui contrôlent, qui font des contrôles techniques, tous les systèmes engagés dans la transition énergétique, la santé et la sécurité. Et de ce fait, on représente de très nombreuses marques d'appareils de mesure, mais également tous les équipements associés, que ce soit les EPI, les accessoires, les consommables, mais également le service associé, parce que quand on dit appareil de mesure, dit aussi vérification des appareils, métrologie des appareils, c'est-à-dire à s'assurer que ces appareils continuent à délivrer la bonne qualité de mesure dans le temps. Il faut les maintenir aussi, ces appareils. Voilà. De toute façon, voilà, ça se reboucle la boucle. Il faut maintenir les appareils qui maintiennent. Il faut qualifier les personnes qui forment des gens qui vont être qualifiés. Hein, donc en France, on est assez bien placé pour tous ces dispositifs. Et donc nos clients, la plupart du temps, donc suivent des formations qui sont des formations qualifiantes ou certifiantes, et à un moment donné vont passer pas un concours, mais un examen pour obtenir cette qualification, vont devoir remplir des dossiers auprès d'un organisme comme Calibat, Qualifelec, AFNOR ou d'autres. Et dans les prérequis pour pouvoir obtenir ces qualifications, il faut également ils doivent prouver leurs compétences. Donc ça, c'est ce que le centre de formation délivre à la fin de la formation. Et ils doivent prouver la maîtrise des appareils et voir la possession de ces appareils. Et donc, notamment dans le domaine de l'IRVE, tu peux passer la slide suivante. Donc, non, vous êtes allé un peu vite là, j'ai l'impression. Benjamin, non, parce qu'on appuie sur le bouton en même temps. Vous appuyez en même temps. Donc en fait, en tant que fournisseur d'appareils de mesure, en fait, on s'aperçoit que ces bornes, ce sont d'abord des appareils électriques. Donc les appareils électriques, les électriciens connaissent bien les outils tels que des multimètres ou des pinces de courant. Donc souvent, ils sont équipés de ce genre de matériel. Mais quand on va toucher à l'IRVE, il y a des problématiques spécifiques qui sont liées à l'IRVE, telles que le fait de pouvoir se connecter sur des connecteurs spécifiques, hein, puisqu'on n'est pas sur de la prise standard. Donc, il faut avoir des appareils, et de plus en plus, les appareils dédiés pour l'IRVE sont des appareils qui ont le bloc de prise qui correspond. Alors, heureusement, maintenant, en Europe, on a une standardisation sur les prises type 2, et donc, c'est fini le temps où on devait avoir toutes sortes d'adaptateurs ou toutes sortes d'appareils. Donc, il y a un effort de standardisation qui va faciliter la vie de tout le monde, y compris au niveau des appareils de mesure. Mais c'est aussi des appareils pour tester la sécurité, parce que on n'a pas tellement dit à quoi servaient ces appareils jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce qu'on teste les appareils dans une phase d'installation ou dans une phase de maintenance? Déjà, c'est pour assurer la sécurité, hein. Il faut savoir qu'une borne, c'est de l'électricité qui peut être mise en extérieur, qui peut être mise sur le domaine public, et donc il faut que les appareils soient en sécurité. En sécurité, ça veut dire qu'on a une bonne terre, on a des disjoncteurs différentiels qui protègent, on a des câbles qui sont bien isolés. Et donc, tous les fondamentaux de la sécurité qui jusqu'à maintenant, on devait avoir chez soi dans le cadre, je sais pas, pour certains, ça va parler dans le cadre d'un contrôle consuel ou des choses comme ça, ou d'un diagnostic de sécurité électrique, c'est démultiplié sur la voie publique, c'est démultiplié en extérieur, parce que ces bornes, elles sont soumises aux intempéries, et notamment, on sait que ça pose d'autres problèmes. Donc la sécurité. Deuxième chose, le contrôle du bon fonctionnement. C'est-à-dire que moi, la première fois qu'on a installé une borne chez moi, le gars, l'électricien, il a fait ses tests, il était content, il est parti, ça marche. Et puis moi, j'ai branché ma voiture, et malheureusement, ça ne marchait pas à la puissance qu'il m'avait vendue. Donc, il a fallu que je le rappelle, il a refait 200 km, et en plus il s'est trompé, il n'est pas allé au bon endroit, donc il a fait 300 km pour juste changer un cavalier qu'il avait mal connecté à l'intérieur. S'il avait eu les outils à l'époque, c'était il y a 7 ans, s'il avait eu les outils à l'époque et qu'il avait fait tout le diagnostic complet, eh bien peut-être que ça lui aurait évité ces allers-retours coûteux. Donc, vérification du bon fonctionnement de la borne. Troisième chose, c'est justement la capacité à maintenir le système, donc que ce soit la borne en elle-même, mais aussi les câbles. Alors, je ne sais pas, dans les copros, on ne fait pas de câbles attachés, ça reste de la prise, mais sur le domaine public, on fait du câble attaché, c'est-à-dire que quand on arrive, on prend le câble et on branche la voiture. Et c'est un des maillons faibles des systèmes, c'est-à-dire que le câble, le fait de connecter, déconnecter plusieurs dizaines de fois par jour, fait qu'il va vieillir
assez rapidement, mécaniquement, il va vieillir électriquement. C'est des câbles très, très, très complexes, parfois avec du refroidissement à l'intérieur sur les hautes tensions ou sur les hautes puissances. Et donc, souvent, le fait d'avoir une panne, ça va être vérifier que est-ce que c'est le câble ou est-ce que c'est la borne. Donc voilà, de pouvoir arriver avec un appareil, se brancher directement et que le diagnostic va dire il faut changer le câble, c'est toujours mieux que de débrancher et que de démonter la borne, l'amener en atelier pour s'apercevoir qu'il suffisait de changer le câble. Donc voilà, donc il y a tout un ensemble de protocoles que les installateurs et les mainteneurs vont devoir mettre en place. Donc on a eu des premières générations d'appareils qui étaient des appareils, on va dire, d'électriciens, qu'ils ont utilisés le mieux possible avec les IRVE. Seconde génération, des choses qui sont plus spécifiques à la connectique IRVE, c'est-à-dire en gros des adaptateurs pour faire le lien entre la borne et l'appareil de mesure. Et puis la troisième génération qui arrive maintenant sur le marché, qui sont des appareils dédiés, c'est-à-dire qui vont vraiment être là pour assister le mainteneur à faire des diagnostics très très rapidement, hein, puisque un technicien qui va toute la journée faire la tournée de toutes les bornes sur un parc de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de bornes, plus il va être capable de diagnostiquer rapidement, plus il va être efficace. Donc si tu peux passer sur la slide suivante, donc il y a aujourd'hui l'offre qui se développe. Donc c'est d'une part les kits de matériel de mesure qui sont, on va dire, obligatoires dans le cadre des qualifications d'installation P1, P2, P3, qui sont en général constitués d'appareils tels qu'un VAT pour la sécurité électrique, un adaptateur et un contrôleur de sécurité électrique. Donc aujourd'hui, si vous travaillez avec des installateurs qui sont soi-disant qualifiés et qui ne sont pas équipés de ce type de matériel, posez-leur la question sur effectivement comment ils ont obtenu leur qualification. Et puis des outils plus dédiés pour la maintenance, des outils éventuellement pour travailler sur la problématique de communication et de supervision. Donc là, ça touche aux télécommunications. On peut avoir besoin de vérifier la couverture d'un réseau 3G ou des choses comme ça. Et puis, depuis quelques temps maintenant, se développe une offre vraiment dédiée à l'RVE. C'est-à-dire, par exemple, là, en ce moment, sont en train de sortir. Alors, il y en a certains qui vont sortir la semaine prochaine, je ne peux pas encore en parler. Il y en a qui sont sortis l'année dernière, qui sont des appareils très compacts. Par exemple, le format pistolet, là, il va devenir aussi très intéressant. Des appareils plutôt économiques. On branche, ça fait un diagnostic de la borne. Et puis voilà, éventuellement, ça crée un fichier PDF avec un petit rapport qui est envoyé directement sur le smartphone en Bluetooth. Ouais, ce genre de choses, c'est en train d'arriver. Des appareils plus connectés aussi, donc avec rapport intégré. Alors le rapport, ça sert à quoi ? Un électricien qui contracte avec un opérateur son installation, on va certainement lui demander de prouver que chacune des bornes qu'il a installées est conforme au protocole de vérification. Donc pour le prouver, s'il peut faire un rapport et que le rapport est fait par l'appareil de mesure, il gagne énormément de temps, hein, plutôt que de noter des résultats sur un bout de papier et faire son rapport le soir à la maison ou l'avoir dans son ordinateur. Ça peut permettre de faire des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces, puisqu'on est passé aujourd'hui dans une phase de massification. Il faut que les outils suivent, hein. Donc, ce qui est nouveau aussi depuis quelque temps, c'est le développement de l'offre pour les testeurs DC, pour tester les systèmes de forte puissance. Donc là, il y avait un seul fabricant d'appareils ces dernières années et aujourd'hui, il y en a un deuxième, la société Cefram, qui est en train de lancer un produit et on travaille avec eux en ce moment et on a même des webinaires dédiés. Je me fais un petit peu de pub la semaine prochaine sur le sujet. Et très bientôt, il y en aura d'autres. Donc l'offre va se développer, ça va faire baisser le coût de ces appareils pour pouvoir aussi faire des opérations de recettes, d'installation et de maintenance. Il y a un dernier sujet qui n'est pas encore un sujet tellement en France, c'est la métrologie des bornes, donc c'est-à-dire vérifier le bon fonctionnement et la bonne délivrance de l'énergie en termes de qualité et en termes de comptage aussi. En Europe, on a des directives sur la qualité des compteurs, qui sont des compteurs MID que l'on met dans les bornes qui assurent un certain niveau de fiabilité métrologique, c'est-à-dire que ça assure que lorsque on achète 50 kW, on a bien 50 kW et pas 42, hein, mais il y a des sujets qui vont se poser autour de cette problématique-là, savoir si on paye une quantité d'énergie, est-ce que c'est bien ce qu'on a reçu. Donc
Il y a une offre qui est très importante aux États-Unis et en Asie sur le sujet parce qu'ils n'ont pas les mêmes réglementations et je pense qu'il va y avoir un législateur un jour qui va dire en France, tiens, on met bien des étiquettes vertes sur les pompes à essence, pourquoi on n'en met pas sur les bornes, quoi. Oui, sur les bornes, il y a des obligations de comptage de l'énergie, non Pour l'instant, plus ou moins sur la précision de la borne, mais je pense que tu peux peut-être rajouter Ouais, quelque chose. c'est exactement ça. Il y a le compteur EMID, effectivement, qui est obligatoire pour, à partir du moment où on fait de la facturation, pour certifier que c'est bien la bonne consommation qui est payée. En termes de coûts, Jean-Michel, là, si on regarde là juste pour finir ce tour d'horizon, c'est quoi le pack, peut-être vous connaissez aussi Olivier, le pack, minimum pour un électricien, pour être qualifié, hein, finalement? Si j'ai bien compris, c'est au moment de la qualification, on vérifie que j'ai bien acheté le matériel? Oui, en gros, ça revient à ça. Donc, un pack matériel pour faire du P1, P2, ça va coûter en fonction du choix de matériel, de la précision, de la réputation. Bah, c'est comme avec les bornes, hein. Il y a des produits qui sont plus ou moins réputés, plus ou moins fiables. Et donc, en gros, ça va chercher entre 1 000 et 2 000 euros pour un pack matériel. Lorsque l'on veut avoir l'équipement pour faire du P3, là, c'est quelque chose de plus onéreux. On est plutôt sur du 10 000 euros à peu près le kit matériel. Voilà, mais on est sur quelque chose, j'ai bien compris, qui est, des nouveautés, donc ça va C'est naissant, les prix vont peut-être baisser, c'est enfin, comme comme toujours, quoi. les caméras thermiques. Après, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a d'autres analogies qu'on peut faire. D'ailleurs, les électriciens s'équipent aujourd'hui de plus en plus de caméras thermiques. Pourquoi? Parce qu'une caméra thermique, ça coûtait 10-15 000 euros il y a quelques années. Aujourd'hui, pour moins de 500 euros, on a une très bonne caméra thermique. Et regardez les points de chauffe sur les compteurs, comme le disait Patrick. C'était pas tellement envisageable par l'électricien, mais maintenant ça l'est parce que les outils d'investigation sont extrêmement performants et peu chers. Voilà, merci, pour ce est-ce qu'il y a des choses que vous voyez, Patrick, ou Olivier, qu'on aurait oubliées en termes de matériel ou Alors, vous utilisez vous, qui ne sont pas dans cette liste-là? nous, effectivement, toutes nos équipes sont effectivement dotées de ce matériel, bien évidemment. Moi, je voulais simplement rajouter un point, c'est qu'on a parlé effectivement de la qualité des bornes, la qualité du choix de l'opérateur et peut-être vous dire où vous allez pouvoir trouver les opérateurs qui ont les bonnes formations et qui font la bonne maintenance. Vous avez 3 endroits où vous pouvez les trouver. Évidemment, sur le site de l'AFOR, là, vous aurez des opérateurs qui officient sur la partie tertiaire, sur la partie copropriété et notamment avec des solutions sans reste à charge pour la copropriété, soit sur fonds propres, soit en utilisant le financement de Logivolt. Justement, le deuxième endroit où vous allez pouvoir trouver des entreprises qui sont référencées, c'est sur le site de Logivolt. Et là, on est uniquement sur des opérateurs qui officient dans l'habitat collectif et qui sont qualitatifs. Et le troisième endroit, vous en avez parlé tout à l'heure, Xavier, c'est sur le site Advenir. Donc Advenir, pour rappel, hein, qui en plus permet de subventionner avec des primes et des infrastructures et des bornes. Et un grand merci parce que ça permet effectivement de débloquer pas mal de décisions en AG, en copropriété. Et la même chose, ils ont référencé l'ensemble des opérateurs et des électriciens qui ont les qualifications adéquates et qui font du travail de qualité. Voilà, il nous reste quelques minutes pour poser des questions. Est-ce que dans la salle, déjà, il y a quelqu'un qui veut poser une question? Allez, une question. On va vous donner un micro, hein. Attendez que le micro arrive pour que le public à distance puisse, entendre la question également. Voilà, peut-être vous présenter, et poser, voilà, Benjamin va ouvrir le son. C'est bon. Oui, Voilà. bonjour Steve, Electronic. J'ai une question, enfin qui me paraît un peu contradictoire, puisqu'on parle d'obligation de maintenance sur le décret de 2017 et Patrick vient de dire que on le sait, il y a pas d'obligation de maintenance dans les copropriétés. Donc là, il y a un truc qui colle pas, sur cette, sur cette, cohérence. D'un côté, une obligation qui est décrétée et de l'autre côté, une non-application en quelque sorte en copropriété. Pourquoi? Alors, je ne connais pas la raison, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, effectivement, même s'il n'y a pas d'obligation, tous les opérateurs qui officient dans l'habitat collectif, copropriété et habitat social, font la maintenance préventive de l'ensemble de l'infrastructure et des bornes. Et c'est encore une fois d'autant plus facilité que, comme je l'ai dit, l'installation, l'infrastructure dans un immeuble évolue tous les mois, tous les ans. Et donc, oblige une réintervention sur le site pour installer de nouvelles bornes. Et systématiquement, on en profite effectivement pour faire la maintenance de l'ensemble du site. Jean-Michel, une précision, oui? Non? Hem
Alors, une autre question dans le public? Alors, j'ai des questions à distance alors du coup, hein. Une question de Frédéric alors, comment fait-on pour choisir une borne ou imposer une borne dans le choix de l'opérateur, des résidences des bailleurs sociaux? Alors ça, je comprends pas la question. Hem, En fait, les opérateurs que nous sommes avons l'habitude et travaillons avec un nombre restreint de bornes. ouais. Pour ma part, on travaille avec des bornes qui sont Schneider, Valeo et Alphen, qui sont des bornes, en fait, vous avez les majeurs européens et français, donc c'est des bornes très qualitatives, ce que font d'ailleurs la majorité des opérateurs. Donc, on ne peut pas se tromper, ça c'est clair. Ensuite, dans le cadre de l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de faire venir ou d'installer une autre borne que celui de l'opérateur, il n'y a pas de problème, ça fonctionne également. Après, il y a simplement quelques contraintes technologiques, il faut que ça fonctionne, donc il faut effectivement que la borne soit compatible. Mais encore une fois, hein, faites confiance aux opérateurs sur le choix des bornes, puisque c'est lui-même qui va la maintenir et qui va s'engager sur un taux de disponibilité. Donc vous allez toujours trouver effectivement des bornes, je vais parler exotiques, que vous allez pouvoir trouver dans le commerce ou sur l'e-commerce. Mais soyez vigilants parce que derrière, sur les pièces détachées, sur la qualité, c'est pas forcément toujours au rendez-vous. Oui, Olivier? Oui, pour ajouter, les propos, chez ATIC, nous accompagnons ces formations avec 7 bornes, dont 5 marques différentes, et notamment des marques qui peuvent être un peu méconnues, comme SGA par exemple, notamment, et qui sont des bornes en AC et en DC. Et puis c'est cette partie supervision qui est importante, d'avoir la bonne entreprise en supervision. C'est vraiment important, et en effet avoir des bornes françaises, mais chez ATIC on a souhaité des bornes françaises et également des bornes étrangères comme Keba par exemple, qui perce un petit peu le marché actuellement en France, et qui se développe sur le marché français, de manière à avoir un panel relativement représentatif de ce que l'on peut trouver. Ensuite, on apprend la lecture de la documentation du constructeur et Et, comment s'en servir. et Olivier, vous faites bien de le souligner, effectivement, les bornes qui sont supervisées permettent effectivement, à travers certains opérateurs qui ont une application, de superviser cette borne. Donc, ça veut dire de décaler, par exemple, la recharge pendant les heures creuses, lorsque vous n'avez pas besoin de véhicule, vous avez toute la nuit pour vous recharger à moindre coût. Et cette application va vous permettre également d'utiliser toutes les bornes qui sont en itinérance, c'est-à-dire sur la voie publique, sur les aires d'autoroute, sans avoir besoin effectivement de cartes particulières liées à un constructeur. Et c'est toute la force effectivement des bornes connectées. Et d'ailleurs, sur ces bornes connectées, la supervision, il est intéressant d'utiliser une société qui supervise en multimarque, parce que on le voit, certains sont monomarques, mais on voit le multimarque qui prend de l'ampleur en France, et c'est intéressant de travailler lors de ces formations sur ce multimarque et sur cette supervision multimarque. Allez, Jean-Michel, une dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette conférence. Oui, il y a 1 heure, ça passe rapidement. Quels sont les problèmes qui peuvent être diagnostiqués? Question d'Imad. Quels sont les problèmes qui peuvent être identifiés avec les appareils de diagnostic? Est-ce qu'on a une liste de Oui, problèmes? ça serait une très longue liste, et je vous propose de faire un tour sur notre site internet et vous recherchez la boutique de l'IRVE. Si vous accédez au compte-rendu du webinaire, je crois qu'il y aura des catalogues ou des liens vers le site internet. Vous pouvez voir ça. En 2 mots, on va tester les paramètres de sécurité électrique, c'est-à-dire la valeur de la terre, la capacité au disjoncteur différentiel à fonctionner correctement, la capacité, la vérification de l'isolement électrique des câbles, puisque un câble qui présente un défaut d'isolement, ça va à un moment donné poser un problème, soit de sécurité, soit de surcharge, soit d'incendie, et donc on va pouvoir voir venir le problème.
Ensuite, vous avez tous les tests des communications entre la borne et le véhicule, c'est-à-dire que ces appareils vont en gros simuler la présence du véhicule et donc établir le protocole de communication, le dialogue entre la borne et le véhicule. Et donc, les bornes, on va dire, de basse puissance, le protocole est assez sommaire, mais quand on monte en puissance, les protocoles sont de plus en plus complexes, et notamment dans le domaine du DC. Et donc, ce sont des véritables protocoles de télécommunication. L'échange, en gros, la borne, elle dit, bah, moi, je veux bien prendre tant de puissance, et puis la voiture dit, OK, envoie-moi ça. Puis au bout de 5 minutes, la voiture commence à dire, ah bah non, là, ça va chauffer trop, alors ralentis un petit peu. Donc, il y a cette communication qui s'établit, et donc les appareils vont vérifier, vont simuler ce protocole, et donc ça évite d'amener une Tesla et une Renault 5 et une BMW pour tester chacune des bornes. Avec un appareil, on va simuler la présence du véhicule. Et puis après, bon, il y a plein d'autres choses qui sont encore plus techniques. Donc, je vous propose de nous contacter pour en savoir plus ou assister au webinaire de la semaine prochaine sur le sujet. Et c'était une très bonne question finalement, parce qu'on n'avait pas abordé les contrôles qui pouvaient être opérés. Merci Imad. On a également une expo dont on fait la promotion en ce moment, qui a été mise en place avec l'ADEME sur le vélo, hein, un webtoon sur le vélo. Pour certains, n'est-ce pas Patrick, on est en train de mettre en place un webtoon sur la partie mobilité électrique, hein, pour sensibiliser les syndics et les copropriétaires à tous les bienfaits de passer à la mobilité électrique. C'est un grand plaisir, Jean-Michel, d'avoir organisé encore une fois cette conférence ensemble. Merci Patrick et Olivier d'avoir été avec nous.